Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien, c'est Christiane Lambert qui est avec nous. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Présidente du comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne. On va déjà vous faire réagir à cette information qui est tombée tout à l'heure sur la grippe aviaire. La France qui est passée au niveau de risque modéré à niveau de risque élevé. Qu'est-ce que concrètement cela veut dire déjà pour les exploitations de volailles ? Alors ça veut dire que pour les éleveurs de volailles, ils doivent être très stricts en matière de respect de ce qu'on appelle la biosécurité, c'est-à-dire tous les éléments qui permettent de protéger les volailles. La grippe aviaire se propage essentiellement par les oiseaux migrateurs, donc qui volent, et ce sont des projections qui peuvent tomber sur les bâtiments, sur les parcs des volailles, d'où l'importance de pouvoir les protéger, soit des filets, soit les mettre à l'intérieur, pour protéger l'élevage et le cheptel français. Mais ça veut dire que la vaccination dont on a parlé il y a quelques semaines et qui a été mise en place à partir de cette saison, ça veut dire qu'elle a été inutile, inefficace, ou ça n'a rien à voir en fait? La vaccination ne s'est mise en place que pour une espèce, le canard. D'accord. Pas pour les poulets. Pour le canard, qui est l'animal qui est le plus porteur et le plus excréteur, celui qui propage le plus, la vaccination vient de commencer, mais ça n'empêche pas les oiseaux migrateurs de passer, etc. Donc la vaccination, c'est bien, ça protège, mais il faut quand même avoir toute la protection physique. Protéger nos stocks de paille, protéger nos animaux, nos parcs, nos abreuvoirs des animaux et les rentrer quand c'est possible. Est-ce que c'est une annonce qui rend fébrile votre secteur, votre industrie, à quelques jours maintenant des fêtes de Noël, où on réalise généralement 30% des... Depuis 2-3 ans, les éleveurs de volailles sont toujours inquiets dès lors qu'il y a un cas qui intervient aux Pays-Bas ou ailleurs. On sait que les courants migratoires resteront les mêmes pour les oiseaux. Ils ont des habitudes de passage. Les éleveurs se sont habitués à protéger, ils sont devenus de plus en plus professionnels. Il y a eu des règles très strictes de biosécurité que les éleveurs appliquent à la lettre. C'est plus de travail, ça n'empêche pas l'inquiétude. Alors à quelques jours de Noël, c'est vrai que c'est préoccupant. Je rappelle qu'il n'y a pas de problème pour la consommation des produits. Ça, l'agence de sécurité l'a toujours rappelé, la direction générale de l'alimentation aussi. Donc c'est rassurant. Dieu merci. Le climat change quand même par rapport à il y a 15 jours où on disait ça va être une très bonne année, très bonne fin d'année. Là, le climat change, le dialogue change. Ça va être quand même une bonne année parce que les Français aspirent à faire la fête, à manger de la volaille festive et des volailles françaises qui sont une vraie tradition dans notre pays. Il faut le garder. C'est pas la même chose partout en Europe. Et il faut garder cette tradition de consommation de volaille. Beaucoup d'entre elles sont déjà sur le chemin de l'abattoir pour être prêtes et sur les tables et dans les magasins à partir du 15 décembre, puisque c'est à ce moment-là que les achats commencent à se faire. Mais ça veut dire aussi potentiellement, si la situation venait à s'aggraver dans les jours à venir, des prix qui vont remonter alors qu'ils avaient commencé à baisser? Si, comme dit l'expression, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Donc moi, je gère au jour le jour. On suit les annonces de l'agence sanitaire pour voir qu'est-ce qu'il est dit, où en sont les propagations, les cas, où sont-ils, dans le Morbihan, dans la Somme. Ok, pour l'instant, le sud-ouest est préservé, c'est là où il y a le plus de volailles festives. Il y a une grosse solidarité des éleveurs entre eux, mais bien sûr qu'on suit l'actualité au jour le jour et que dès qu'il y a une information, les consignes sont passées pour aller jusqu'à chaque éleveur pour prendre les mesures qui s'imposent. Et surtout que les Français qui aiment consommer des produits locaux, des produits français, puissent rester sur cet acte d'achat. Il n'y a pas de danger pour la consommation. Il y a du vrai stress pour les producteurs, ça c'est certain. Donc moi je pense beaucoup à eux qui s'inquiètent certainement beaucoup en ce moment. La COP 28 a lieu en ce moment à Dubaï. J'aimerais savoir comment vous voyez cette édition qui se passe à Dubaï en ce moment et ce que vous en attendez en quelque sorte par rapport à l'agriculture et à l'alimentation. Alors la COP 28 se passe à Dubaï et il y a eu hier une déclaration à propos de l'agriculture et de l'alimentation. Qui est assez décalée par rapport à ce qu'on entend ici en Europe et en France, puisque la déclaration elle vise surtout à dire comment à la fois réduire les effets pour le réchauffement climatique et la sécurité alimentaire à préserver. Et surtout la résolution de la faim dans le monde. Je rappelle qu'il y a 1 milliard de personnes qui souffrent de faim ou de malnutrition. L'objectif, c'est quand même de produire partout l'alimentation de façon durable pour alimenter ces populations. Ces deux notions de climat, COP et d'alimentation ont été mises en relation sur ce plan international très très tard finalement.
Ça fait longtemps que c'est sur la table, la FAO le dit depuis très longtemps, mais il s'en parle peu. C'est vrai qu'aujourd'hui, de la COP28, ce qu'on entend le plus, c'est supprimer les fossiles, arrêter de subventionner les fossiles, multiplier par 3 les capacités d'énergie renouvelable, et notamment le nucléaire qui a été beaucoup communiqué, et multiplier par 2 l'efficacité énergétique de toutes les énergies. Mais c'est vrai que l'alimentation, qui est un secteur qui est présent dans tous les continents, pas de la même façon partout. L'Europe, c'est 4% des émissions de méthane seulement. Partout ailleurs, le cheptel augmente. Et donc, il faut dire partout, produire plus en alimentation, parce qu'il y a plus de personnes à nourrir sur la planète, mais produire de façon durable et surtout expliquer comment le faire. Là, ce qu'on entend notamment Christiane Lambert, la COP28, elle recommande aux nations les plus développées, notamment les Pays-Bas, de réduire leur consommation de viande. Est-ce que c'est à la hauteur d'une COP? Enfin, il faut quand même non, faire des propositions. Ça, c'est pas la conclusion majeure de la COP. C'est ce qui se dit ici. Vous savez, aujourd'hui, on peut réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre des vaches, le méthane notamment, par différents leviers. Plutôt que de tuer les vaches, parce qu'on a besoin des vaches pour la biodiversité. À la COP biodiversité, il a été dit préserver les prairies. Si on tue les herbivores, vous ni moi qu'allons manger à 4 pattes l'herbe sur les pistes de ski et ailleurs. Et donc, il y a un compromis à trouver. Aujourd'hui, on peut réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre. Il y a essentiellement 4 leviers. La conduite du troupeau, quel âge des vaches, quel âge au village, comment on alimente. Deuxième levier, l'alimentation. Troisième levier, la génétique, mais c'est beaucoup plus lent. Et quatrième levier, ce qu'on appelle les technologies innovantes pour justement trouver des solutions pour réduire. Réduire de 30%, c'est déjà vachement bien, si je peux me permettre. Donc mieux vaut garder les vaches et l'ensemble des herbivores et réduire les émissions. Mais ça va coûter vachement cher. Vachement. Alors, ça va coûter... Bravo. Ça va coûter plus cher, effectivement. Mais là, c'est un choix. C'est-à-dire que on ne peut pas dire toujours produisez plus, produisez durable, etc. Mais il faut que ce soit moins cher. Par contre, là où vous avez raison, c'est que s'il y a moins de vaches, moins de lait, moins de viande, ça va coûter plus cher. Donc c'est un compromis à trouver, même pour les Européens et l'hémisphère nord, parce qu'on voit bien que l'inflation affecte l'acte d'achat. La déconsommation aujourd'hui, les gens qui achètent moins de produits, de toutes sortes de produits, c'est lié au prix. Et donc, quand on produit moins, on produit de la faim au sud et on produit de l'inflation au nord. Donc il faut produire. Il y a plus de monde sur la planète. Il y a même plus de Français. Et donc la consommation de viande quantitativement augmente parce que les Français maintiennent à peu près leur consommation. Ça baisse légèrement. Mais comme on est plus nombreux, le volume consommé est là. Donc il ne faut pas réduire en Europe. Et en plus, aller signer des accords avec la Nouvelle-Zélande ou le Mercosur pour faire venir des produits viande ou lait ou ovin ou bovin produits dans des conditions complètement différentes. Il y a quand même des incohérences entre les différentes politiques. Mais nous qui sommes dans nos exploitations, avec l'ensemble de ces politiques qui viennent sur nos choix, on le voit et c'est à nous de le dire. Donc Mercosur est rangé au placard parce que visiblement le nouveau président argentin n'en veut pas et tant mieux. Lula le voulait pour le Brésil. J'entendais dire que la Commission était prête à le signer et voulait accélérer. Nous, agriculteurs, nous sommes contre. En France, d'une part, mais au niveau européen aussi, il y a trop de dangers, de concurrence déloyale entre cette agriculture qui ne respecte pas, même les accords de déforestation pour certaines entreprises, il a été prouvé que ça n'avait pas été respecté, les accords de non-déforestation. Donc soyons sérieux, en France et en Europe, on peut contrôler ce qui se passe. Ailleurs, c'est beaucoup moins fiable. Bon, il y a des choses, bien sûr, qui sont mises en place, qui sont faites par les exploitants, les agriculteurs, des mesures comme rationaliser les épandages d'engrais azotés, enfouir le carbone dans les sols. Il faut innover au niveau européen aussi, beaucoup plus. Il faut un accompagnement financier des aides publiques. Aujourd'hui, on a besoin de ça pour continuer à progresser. Alors, déjà, merci de citer effectivement la capacité de réduction des émissions, de stockage du carbone dans les sols, dans les prairies notamment, dans les cultures, on stocke beaucoup de carbone. L'Europe a voté un texte qui s'appelle Carbon Farming et qui reconnaît cette contribution positive de l'agriculture et des forêts pour stocker le carbone, réduire et stocker. Donc nous sommes un secteur de solution par rapport à des entreprises qui émettent et qui n'ont pas d'autre choix que d'acheter des crédits de compensation. Il y a encore une marge de progression là-dessus. Bien sûr, on peut toujours s'améliorer. Ouais. Et le moins 30%... On a besoin de financement public pour ça ? Ça coûte plus cher. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que la recherche nous donne des solutions. Et les aliments qui permettent de réduire le carbone émis par les vaches coûtent plus cher. Une entreprise française vient de dire qu'elle donnera un plus sur le prix du lait aux agriculteurs qui utilisent ces additifs pour réduire l'empreinte carbone des vaches. Donc c'est une chaîne vertueuse, ça part des centres de recherche, les agriculteurs, les entreprises qui achètent le lait et vous, consommateurs. Est-ce que vous êtes prêts à dire si ce lait est respectueux et aide à réduire le carbone, je mets 2 centimes de plus. C'est jusqu'au bout de la chaîne qu'il faut qu'on arrive à convaincre. Comment on convainc les jeunes agriculteurs aujourd'hui
aujourd'hui de rester dans ce secteur avec des chantiers si immenses, si chers, si importants? Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'être agriculteurs, qui sont passionnés, vraiment. Moi, j'ai un fils qui s'est installé, j'ai une fille qui est ingénieure agronome et qui travaille dans une ferme laitière également, en plus de son métier. Au Salon de l'agriculture, on voit des jeunes qui sont passionnés d'élevage, mais il faut sortir de ce message négatif, complaisant, condescendant, qui est insupportable. Beaucoup de jeunes ne comprennent pas qu'il y ait autant de misérabilisme à propos de l'agriculture. En agriculture, aujourd'hui, il y a des réussites, et des très belles réussites. On est en France, un pays où l'installation des jeunes est plus prospère qu'ailleurs. Mais on a un vrai enjeu. 40% des agriculteurs vont quitter dans les 10 ans qui viennent en France. C'est vrai aussi en Europe. L'âge moyen des agriculteurs en Europe a reculé et on a un grand enjeu. Si on n'arrive pas à parler plus positivement, mais ça dépend aussi des messages que vous portez, et merci de le présenter de façon positive comme vous le faites ce matin, on n'attirera pas des jeunes. Qui produira demain? On produira moins? On importera plus? Des poulets, de la viande, des fruits qui viennent d'ailleurs, qui ne respectent aucune des normes françaises. Le comble, et comme le dit un de mes collègues agriculteurs, on fait manger à nos enfants dans les cantines scolaires des produits qu'on nous interdit de produire en France, nous les producteurs. On accepte des niveaux bas d'exigences sanitaires et de tous ordres pour ce qu'on met dans les cantines, et nous, on nous interdit de le produire. Franchement, c'est pas ce que veut la société française, me semble-t-il, d'où l'importance d'être pédagogique sur tous ces sujets. Christiane Lambert, un mot sur le bio. Aujourd'hui, 10% des terres cultivées en Europe. On a vu qu'il y avait un vrai coup de frein ces derniers mois sur ce modèle de production, parce que ça coûte cher de faire du bio. Il faut aussi réaccompagner cette reconversion qui avait été entamée depuis quelques années. Accompagner ne suffit pas. On voit bien qu'aujourd'hui les Français ont décroché, moins 21% de consommation sur les produits bio, mais également sur les volailles label rouge, par exemple. LDC, un des grands leaders de la volaille et de la volaille qualitative, label rouge, ferme 200 bâtiments. C'est-à-dire que la réalité, c'est que les Français changent leurs actes d'achat. Avec leur souris, ils votent en disant « je veux de la qualité, je veux du bio », mais avec leur caddie, ils ne choisissent pas ces produits-là. Et croyez-moi, parce que c'est plus cher. C'est plus cher. Comment on fait pour que ce soit moins cher? C'est une ambiguïté. Il ne faut pas que ce soit moins cher. Ça coûte plus cher à produire. Si on n'achète pas. Ah ben si on n'achète pas, mais c'est bien là tout le dilemme. C'est-à-dire qu'on veut ces produits-là en déclaratif, mais en réalité, dès que ça coûte plus cher, on ne les achète pas. Mais vous savez, c'est un peu comme le nucléaire, hein, personne n'en voulait. Puis quand il faut payer plus cher l'énergie, vite du nucléaire à 62%. Et donc on continue à faire du glyphosate pendant 10 ans. Mais c'est pas le glyphosate, ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien à voir. Vous parlez d'élevage et de bio et vous me parlez de glyphosate. Le glyphosate n'a rien à voir avec le sujet. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pays qui savent produire moins cher que nous. Et les Français choisissent ces produits moins chers, même si qualitativement ils sont moins bons. C'est ça qui doit interroger. Non, mais c'est qu'on repousse le problème, en continuant à autoriser ce type de problème. Par ailleurs, le bio n'arrive pas à le développer peut-être. Mais il n'y a aucun rapport entre le bio et le glyphosate. On repousse rien du tout. Les décisions se prennent les unes après les autres. Il y a une constance, c'est qu'il y a plus de bouches à nourrir. Il faut produire plus et mieux en respectant la planète. On n'est peut-être pas engagé dans une vraie réduction des pesticides. Voilà. On est engagé dans une vraie réduction. Il y a des chiffres qui le montrent. Regardez les chiffres du ministère de l'écologie qui disent moins 56% sur les produits les plus toxiques, plus 47% de produits de biostimulants et de biocontrôle. Le changement est à l'œuvre, mais il ne faut pas des slogans faciles, il faut regarder ces chiffres-là et il faut regarder l'agriculture est vraiment en transition, plus que d'autres secteurs. 1 litre de lait, on produit aujourd'hui 1 litre de lait avec 23% d'émissions de gaz à effet de serre en moins qu'il y a 15 ans. Quel autre secteur a fait autant d'efforts? Dites-le moi, pas l'automobile en tout cas. Donc on continue à rouler en voiture, on construit des voitures moins consommatrices. Moi je veux garder des vaches pour la viande, pour le lait, réduire leurs émissions. Sinon, qui ira entretenir les pistes de ski, les prairies, les alpages magnifiques ou les estives du Cantal? Dites-le moi. Donc, je pense qu'il faut éviter de raisonner en silo. On ne peut pas dire à la COP biodiversité des prairies, et puis à la COP climat, tuer les vaches. C'est pas sérieux. Donc, moi, je demande de la cohérence dans les politiques européennes. Merci, Christiane Lambert, présidente du comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne, d'être venue nous voir aujourd'hui.